Merci beaucoup Eva. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce cycle télémédecine sur Wizvet. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les usages possibles en pratique canine. Il y a déjà eu d'autres conférences, donc on s'est peut-être déjà croisé lors de conférences Wizvet, puisque c'est pas la première que j'ai la chance de faire. Je vois certains qui sont en train d'arriver. Bonjour à toutes et tous. On s'est peut-être croisé aussi dans des événements physiques quand ils existaient encore. À ce propos, j'espère que vous allez tous bien et que vous commencez à sortir la tête de l'eau, parce que le rebond a été difficile aussi pour tout le monde. Donc je suis vétérinaire, j'ai une double casquette de consultant dans le cadre de Veto Network, pour tout ce qui concerne le numérique en santé animale, et puis également manager associé présent presque au quotidien dans deux établissements vétérinaires près de Lorient qui s'appellent Anikoun Vétérinaire. Donc j'ai également la chance d'appartenir à désormais une association, c'est un petit scoop spécifique pour aujourd'hui. On a commencé le cycle de téléconférences sur la télémédecine en étant juste un groupe de réflexion, et on le finira en étant devenu une association. VetInTech est désormais une association, et je participe aussi à un groupe de réflexion sur le chat, le griffe, et puis depuis peu membre du conseil d'administration d'Ercon. Donc aujourd'hui, c'est bien entendu plutôt avec la casquette numérique qu'on se voit, et dans le cadre d'un cycle. Alors je tiens à remercier plus particulièrement Wizvet qui, on n'est pas les seules conférences dans ce cadre-là, à proposer en accès libre des conférences pendant la période du confinement. Donc c'est un geste sympa pour aider la profession, et nous de notre côté au niveau de VetInTech, je tiens à préciser que tous les membres qui ont réalisé ce cycle de téléconférences interviennent bénévolement. Donc là aussi, c'est un peu comme le livre blanc qui a été sorti, une volonté de proposer des outils à la profession. Donc vous avez déjà peut-être vu Annick qui est intervenue 2 fois, Annick Valentin-Smith, pour un peu poser les bases de la télémédecine, et également après pour parler de comment réaliser une consultation de télémédecine. Donc vous allez voir, je vais pas revenir dessus très en détail aujourd'hui, parce que allez voir son webinaire. Si vous êtes mixte ou que vous êtes plutôt rural et que vous êtes arrivé ici un peu par hasard, allez voir Jean-Luc, voilà, qui a parlé qui est un peu la conférence jumelle de celle que je vais faire aujourd'hui, qui a parlé des usages possibles en médecine d'élevage, puisque c'est un autre pan entier où on peut faire. Et puis il y aura une dernière conférence la semaine prochaine où on parlera plus du modèle économique autour de la téléconsultation, parce que c'est aussi des questions intéressantes à se poser. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Voir comment on met en place cette téléconsultation pour les animaux de compagnie dans votre établissement vétérinaire. Parler de premiers pas, et en fait je pense que au-delà de la téléconsultation, quelque chose de nouveau, c'est voilà, quand il y a quelque chose de complètement nouveau comme ça qui nous sort de nos zones de confort, il faut faire des premiers petits pas, tout petits, mais au moins on se met en route, parce que sinon on peut avoir une tendance à dire c'est trop compliqué, j'y vais pas. Donc on va voir comment essayer de faire ces premiers pas, et puis donc voilà, ça va aller après les premiers pas, à quel client et à quel moment, en fait, quelle partie de la médecine peut plus particulièrement s'adapter à faire de la télémédecine, et plus particulièrement de la téléconsultation. Donc vous pouvez poser vos questions en cours de route, hein. Comme l'a dit Eva, on aura après le quiz une session questions-réponses où je serai à votre disposition pour tenter de répondre. Alors un point aussi, hein, c'est un point, je dirais, entre guillemets, de modestie. On arrive dans une zone qu'on ne connaît pas, donc je n'aurai pas de réponse à tout. Il y aura des fois où ce sera essentiellement des points de vue, donc on peut ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que celui qui pense détenir la vérité en télémédecine vétérinaire aujourd'hui, je lui souhaite bonne chance, parce que personne peut tout prévoir dans ce domaine-là, dans la mesure où c'est nouveau. Juste quelques rappels, mais vraiment de base, au cas où vous n'avez pas vu les interventions en particulier d'Annick, qui a expliqué ça bien en détail. Donc si vous voulez tous les détails, allez voir. Vous vous rappelez que la télémédecine vétérinaire, c'est 5 actes définis dans un décret effectivement qui est paru début mai. C'est une expérimentation, donc pendant 18 mois. Donc au bout de 18 mois, il y aura une conclusion, des aménagements, peut-être un retrait, bon, j'y crois pas trop, mais au moins probablement des aménagements. Et en fait, c'est même une expérimentation qui va être un petit peu plus courte, puisque le rapport doit être remis en juillet dans 1 an. Donc on a pratiquement 1 an devant nous pour essayer des choses et tester. Donc vous voyez qu'il y a des actes qui sont entre propriétaires et vétérinaires, que ce soit la régulation médicale vétérinaire, la télésurveillance vétérinaire ou la téléconsultation vétérinaire, et puis des choses qui se passent entre vétérinaires, voire entre vétérinaires ou une personne ayant une délégation de soins. Ça peut être le cas par exemple de techniciens d'élevage ou de maréchaux ferrants ou ce genre de choses.
Aujourd'hui, on va plus particulièrement pour les usages possibles en canine je dirais, s'intéresser à la téléconsultation, vu le temps qui nous est imparti, parce que c'est probablement ce que les propriétaires enfin les praticiens vous devez être nombreux présents quand je vois des noms de gens qui sont pas praticiens vont s'intéresser à ça en se disant je fais comment pour faire de la téléconsultation chez moi. On va s'intéresser sur ça, et je dirais que ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ailleurs, hein, comme d'habitude. La télémédecine vétérinaire, elle est déjà pratiquée ailleurs, et parfois même depuis un certain temps. Le Canada, c'est dès 2014 que les instances professionnelles canadiennes vétérinaires vont définir des bonnes pratiques, ou en tout cas des conseils de pratique. Les USA, ils sont passés en 2017 avec l'AVMA qui a publié son rapport. Et les Britanniques, c'est un petit peu un cas particulier. Ils avaient beaucoup discuté depuis plusieurs années. Ils étaient pas loin d'être prêts. Et eux, ils ont vraiment accéléré les choses fortement. Alors, c'est pas les mêmes conditions légales qu'en France, qui expliquent qu'ils aient pu être plus réactifs, parce que dès le début du confinement, ils ont dit c'est bon, on y va, on saute sur l'occasion, on est quasiment prêt. Donc, on voit que ça donne des conditions de pratique assez variables. J'espère que vous voyez assez correctement le sondage qui est issu de l'Institut CM Research, qui a fait des vagues de sondages très intéressantes pendant le coronavirus, hein, pour un peu essayer d'aller explorer les pratiques. Et on voit que en fonction des pays, l'usage de la télémédecine, c'est extrêmement variable. Vous avez des pays où ça existe depuis longtemps, je pense au Canada, aux États-Unis, où on avait des usages à plus de 50-70%. Et vous avez en Angleterre, étonnamment, où ils étaient prêts, mais c'était pas lancé. Ils s'y sont mis très très vite, hein, puisque là, lors des derniers sondages mi-mai, on avait pratiquement plus de 92% des établissements vétérinaires britanniques qui proposaient de la télémédecine. Ça veut pas dire qu'ils en faisaient tous beaucoup, mais ils en proposaient. Et puis, les autres pays où culturellement ou légalement ça n'est pas autorisé, forcément c'est beaucoup moins présent. Et on voit en France ici, on serait sur un 10% de télémédecine. Alors, dans la télémédecine, c'est un peu aggloméré par rapport aux définitions françaises. Il y a aussi le fait de faire des consultations entre guillemets téléphoniques. Donc ça ne veut pas dire forcément avec des systèmes dédiés spécialisés qui ont pu être expliqués dans les conférences précédentes. Si on regarde plus en détail l'Angleterre, hein, on voit qu'il y a des endroits où ça a vraiment pris vite et fort, hein, avec des effets nets. Ici, par exemple, le témoignage du Wiley Veterinary Center, qui a carrément fait, dès le début du confinement, presque 400 vidéoconsultations, et ce qui a généré aussi du chiffre d'affaires, ce qui n'était pas un élément neutre. Ici, Vet Help Direct a également lancé une offre de télémédecine, et qui en 6 semaines a pu compter au total de ceux qui ont essayé plus de 4000 téléconsultations. Donc on voit que quand c'est proposé, ça y va, ça se déclenche. Alors, des conditions un peu particulières avec le Covid, certes, mais malgré tout, la possibilité d'en faire. Un petit sondage ici, qui est un sondage fait par Vet Help Direct, qui a été fait auprès de clients, cette fois-ci, donc de l'autre côté, en leur demandant, voilà, si vous aviez l'option et c'est un sondage en 2019, hein, donc avant le Covid, si vous avez l'option de faire certaines consultations par vidéo, est-ce que ça vous intéresserait? Alors, il y avait 2 choses qui étaient intéressantes dans ce petit sondage-là, c'est que on était à 38%, ce qui n'est pas monstrueux, mais quand même, et 38% quand c'est mon vétérinaire qui propose de la téléconsultation, et seulement 8% quand c'est un vétérinaire qui n'est pas mon vétérinaire qui propose. Donc ça veut dire que ce que les clients attendent, c'est que leur vétérinaire puisse proposer de la consultation. En tout cas, ces 38%-là. Chiffre tout frais d'hier soir, donc elle a bien fait de publier, Suzy Samuels, qui est la directrice de Vet Help Direct. Ce chiffre de 38% quand c'est mon vétérinaire, ils ont refait une vague de sondage là, en juin, il y a quelques jours, et c'est monté à 68%. Donc il y a 2 tiers des clients, en tout cas après le Covid, une fois que c'est passé, qui se sont dit, oui, pourquoi pas, dans certains cas, ça pourrait m'arranger que mon vétérinaire fasse les choses en téléconsultation. Autre cas, les États-Unis, où là, ils y sont depuis quelques années, en tout cas, ils en ont la possibilité. Je présente le cas ici d'une clinique qui est assez classique pour ce qui se fait aux États-Unis, hein. Un veto et demi, vous voyez, quelques réceptionnistes, quelques ASV ou quelques techniciens. Et on voit un cas intéressant, donc c'est un vétérinaire qui fait des consultations et qui en parle, et qui a aussi une solution de téléconsultation, forcément. Et donc lui, il fait une centaine de téléconsultations en moyenne depuis l'année 2019.
Un petit point intéressant sur la droite ici de votre écran, c'est la répartition de quels cas sont concernés par ces cas de télémédecine. Et on voit ici que la dermatologie, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes études, arrive en tête. Les problèmes digestifs arrivent également bien placés. Et après, c'est un petit peu réparti avec différentes choses. Mais en tout cas, le digestif et le dermatologique sont probablement des pistes. On voit, il n'y a pas de raison si les Américains ont ce genre de demande de la part de leurs clients, c'est que probablement on aurait des choses similaires. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est si vous voulez vous lancer, n'imaginez pas non plus que ça va se faire à clac, en un claquement de doigts, et que vous allez vous poser devant une visio comme vous le feriez pour parler à de la famille ou à des amis. Je pense que ça mérite un tout petit peu plus de réflexion parce qu'on voit que il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. L'avant, c'est se poser, tester son matériel, avoir vérifié sa connexion, prendre connaissance du dossier de l'animal, pour pas dire bonjour Kiki si c'est Minou. Prévoir peut-être un document à envoyer au propriétaire avant, alors ça peut s'automatiser un peu tout ça. Dans le pendant, prévoir aussi de nouvelles façons de faire, c'est-à-dire que si on doit montrer des choses ou parler d'éléments anatomiques, peut-être avoir une petite figurine ou une peluche pour pouvoir dire, voilà, je voudrais que vous montriez telle zone parce que ça peut être facile. Prévoir aussi un plan B, c'est-à-dire un plan B, c'est si la vidéo coupe, comment on se retrouve par téléphone. Et puis dans le après, il y a quelques minutes aussi pour compiler ce qu'on a recueilli pendant la vidéoconsultation, pouvoir en faire un rapport et l'envoyer au propriétaire. Donc là aussi, il y a en fonction des solutions que vous choisirez, il y a des outils qui vous facilitent ces choses-là. S'entraîner et sans client d'abord. Là aussi, c'est une recommandation que je vous fais quand vous allez mettre en place vos premières téléconsultations canines. Jouez un peu dans votre équipe. Il y en a un qui va faire le client, qui va se mettre dans une salle de consulte, et l'autre qui va faire le propriétaire et qui va se mettre dans une autre salle ou même qui va se faire chez lui. Alors, c'est pas mal de faire un entraînement en n'étant pas trop loin l'un de l'autre. Comme ça, à la limite, on peut inverser les rôles et venir voir ce que voit l'autre. Je pense que c'est très important de s'entraîner parce qu'on est dans un domaine complètement nouveau. Donc, c'est comme si vous commenciez un nouveau sport, on va dire. Au début, on va pas vous faire une compète directe. Il va falloir un petit peu faire de l'entraînement. Ça permet de bien voir comment se fait la prise en main côté vétérinaire pour vos premières consultations, de comprendre comment ça se passe côté client pour pouvoir les aider quand il y a besoin. Et puis, évaluer aussi le temps nécessaire que ça prend pour réaliser une téléconsultation. S'entraîner avec des clients, et là, mon conseil, c'est une fois que vous êtes entraîné sans client, de faire quelque chose, commencer par simple en fait. C'est toujours pareil, l'allégorie du sport, vous vous êtes entraîné, vous n'allez pas faire une compétition en jouant, si vous faites du foot contre le PSG direct, on va commencer par plutôt des choses plus basses. Donc il y a quelque chose qui est idéal pour s'entraîner à la télémédecine, c'est les cicatrisations post-stérilisation. Des stérilisations, on en fait tous, on en a assez fréquemment, assez régulièrement. Il y a un enjeu médical qui est relativement modéré parce que, sauf si vous avez des problèmes particuliers, je dirais que dans 95% des cas, ça va bien se passer, dans le sens où la cicatrice, elle est correcte. Alors, ça peut être légèrement gonflé un peu de temps en temps, et encore, c'est pas souvent, mais la plupart du temps, tout va bien se passer. Donc, vous allez avoir à commenter en vidéoconsultation quelque chose de normal. C'est fréquent, c'est souvent peu problématique, et je dirais que vous avez demandé à vos clients ce qu'ils préfèrent. Vous avez eu le sondage anglo-saxon, peut-être dans votre protocole, alors chacun a sa façon de faire, mais pour ceux qui ont un contrôle de cicatrisation physique prévu, peut-être proposer, tenter, une fois que vous serez entraîné, Madame Michu, la prochaine fois, on a deux possibilités. Soit je peux vous revoir comme on fait d'habitude, soit on a des nouveaux outils, je peux vous proposer de contrôler la cicatrisation de Minou en téléconsultation. L'avantage aussi, c'est que pour commencer à se faire à l'outil, c'est souvent, nos contrôles de cicatrisation post-stérilisation sont souvent inclus financièrement, donc ça permet de ne pas se mettre le stress du processus de paiement qui pourra venir dans un second temps. Donc voilà, ça c'est vraiment un endroit où c'est facile de commencer, et je vous recommande de vous y mettre de cette façon-là. Après cette phase d'entraînement, quand vous maîtriserez bien l'outil, vous pourrez aller vers d'autres actes qu'on va évoquer maintenant. Les usages possibles, et pour le coup, je tiens à dire, vous pourriez vous dire, mais il est fou, il nous raconte n'importe quoi, on ne peut pas faire ça. Ce que je vous ai mis sur cette diapo-là, c'est ce qu'il y a sur le lien qui est sur cette diapo, et c'est un lien qui est sur le site de l'Ordre national des vétérinaires.
Donc ça veut dire que voilà, ça sort pas d'un esprit un peu torturé, ça sort c'est des propositions de l'ordre des vétérinaires, et globalement ça reprend des choses qui existent déjà dans d'autres pays depuis un certain temps. La dermatologie, je vous en avais parlé, donc l'évaluation cutanée, que ce soit de la cicatrisation, que ce soit des démangeaisons aussi. Alors, je sais, dermatologues vont me dire, mais c'est scandaleux, on doit voir l'animal, faire des raclages, des choses comme ça. Oui, je suis d'accord pour que dans plein de cas, on peut faire ça. Après, il y a des cas simples où on peut commencer par une téléconsultation. Et il est toujours possible, en cours de téléconsultation, si on s'aperçoit que ça déborde du sujet et qu'on est en train de faire une médecine de moins bonne qualité que ce qu'on pourrait faire, de proposer, écoutez, là, ça me semble plus sérieux que ce qu'il était envisagé, on va se voir physiquement et réellement, mais par contre, il y a toute une partie qu'on aura pu, comme ça, traiter de cette façon-là. L'évaluation de la locomotion, par exemple, plutôt après un traitement, c'est-à-dire, voilà, on voit un animal qui semble avoir des douleurs, boiter, on peut mettre en place un traitement et puis quelques jours plus tard, proposer, là où on aurait fait un contrôle en clinique qui aurait peut-être été un peu fastidieux parce que l'animal peut être parfois inhibé, je pense aux chats en particulier, qui sont souvent inhibés sur les boiteries à ramper un peu en consultation, et puis on n'a pas vraiment l'espace pour les faire se déplacer. Suivi de traitement cardiaque aussi, on peut évaluer la fréquence respiratoire via une téléconsultation, ça peut être intéressant. L'état général de l'animal, et puis c'est de toute façon une façon de rediscuter avec le propriétaire. Suivi de maladies chroniques, insuffisance rénale, peut-être voir le poids de l'animal, on peut demander aux gens de se peser même avec l'animal en vidéoconsultation, et puis bien sûr les consultations de comportement ou de nutrition qui peuvent tout à fait s'adapter en téléconsultation. Un point important, c'est que ces téléconsultations-là, c'est aussi, on n'a pas trop parlé du client. Pourquoi le client, dans l'enquête anglo-saxonne, à 68%, il est partant pour qu'il y ait ça? Parce que venir chez le vétérinaire, c'est pas toujours un plaisir, on va dire. Vous savez, par exemple, les propriétaires de chats, la galère de mettre d'abord que le chat soit rentré, ensuite de le mettre dans la boîte de transport, il va miauler tout le trajet. Les trajets peuvent être plus ou moins longs, même d'un point de vue écologique, voilà, ça peut être discutable. Donc, on peut faire gagner du temps et diminuer le stress du propriétaire et de l'animal aussi, en procédant de cette façon-là. Encore une fois, et je reviens à ça, entraînement et petits pas. Donc, ça veut dire que commencer par vos contrôles post-cicatrisation, peut-être faire ensuite un contrôle de plaie ou de choses comme ça, ou de cicatrisation, et puis y aller vraiment progressivement et en proposant aux propriétaires, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'imposer, il faut dire, voilà, je peux vous proposer aussi ça, vous voyez ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui vont vous dire, non, moi je veux venir, j'ai envie de vous voir en vrai, et puis il y en a d'autres, vous allez voir probablement, qui vont être ravis de se dire, c'est cool, je vais m'économiser 30 minutes aller-retour de trajet, plus la salle d'attente, je vais gagner du temps, et ça sera plus simple, et en plus le chat sera moins stressé, donc c'est cool. Donc voilà un petit peu des usages. Je pense que les usages, ils vont aussi venir en fonction des partages qu'on va avoir tous ensemble. C'est-à-dire que là, on débute tout doucement, et petit à petit, il va y avoir certains qui vont pouvoir témoigner et dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Clairement, ceux qui faisaient jusqu'à présent de la télémédecine étaient relativement discrets, parce qu'on était dans une forme d'illégalité, mais petit à petit, je pense que ça va se partager et se révéler. La télémédecine, faut voir les choses, c'est désormais une chaire d'enseignement qui est à l'école vétérinaire de Nantes. Donc là aussi, ceux qui se disent ça n'existera jamais, je suis désolé si vous êtes venu écouter aujourd'hui, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, je pense que voilà, ça existera dans tous les cas, parce que ça a sa place, parce que ça existe ailleurs, et qu'on ne peut pas dire que les vétérinaires américains ou anglais ou tous les autres endroits où ça se fait, c'est tous des nuls, et que c'est un scandale qu'ils fassent tout ça avec cette ampleur-là. Si on veut poursuivre et aussi dire une chose, j'entends parfois l'argument de dire oui, mais bon, de toute façon, ils vont devoir passer prendre le médicament. Là-dessus, et c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que c'est pas dans les usages, la prescription qui peut avoir lieu après une téléconsultation, tout à fait possible également. Là encore, cette illustration-là est issue du site de l'Ordre des vétérinaires, et je vous ai mis le lien vers la source, donc c'est clairement pas moi qui invente des choses. Quand on fait une téléconsultation, on peut faire un diagnostic, donc on peut faire une prescription, et la prescription en télémédecine est autorisée après une téléconsultation, sauf pour les antibiotiques critiques. Voilà. Donc ça laisse quand même un champ des possibles assez large. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait une téléconsultation? Plusieurs possibilités.
envoyer l'ordonnance seule, donc soit la plupart du temps par voie postale ou par voie électronique si on a une ordonnance sécurisée électroniquement, ce qui est quelque chose de pas encore courant mais qui viendra. Soit effectivement, et c'était un truc on se disait pourquoi téléconsulter, parce qu'ils vont passer à la clinique, les gens peuvent passer à la clinique où on leur remet l'ordonnance et les médicaments, soit, et c'est peut-être quelque chose à creuser même si c'est pas du tout dans nos usages, le colissage, qui est possible au niveau légal, c'est-à-dire que dans les 10 jours suivant la téléconsultation, on envoie par courrier, par colis scellé opaque, le médicament qu'on peut avoir prescrit. Donc, prenons quelque chose de simple, un animal qui se gratte, on fait une téléconsultation, il se trouve que l'animal est en pleine forme, tout va bien, il mange bien, et voilà, tout va très bien. Et quand la propriétaire nous montre l'animal, eh bien, ou le propriétaire nous montre l'animal, ça fait fortement penser à une pulicose, parce qu'on en a tout un tas d'indices qu'on pourrait tout à fait avoir aussi, les petits grains noirs, les crottes de puce, tout ça, voilà. Donc, fort de ça, on pourrait tout à fait prescrire un antiparasitaire, le mettre dans un petit colis scellé opaque, et le transmettre au propriétaire, et comme ça, le propriétaire n'a pas besoin de passer chez nous. Donc, je sais, ça fait des changements où on se dit, mais comment on va organiser ça? Mais juste pour dire que c'est possible, en fait, et que ce sont des usages possibles de téléconsultation et de notre prescription. Donc, et encore une fois, je vous invite à voir l'ordre. Au-delà des usages possibles, j'aime bien montrer ce schéma qui est issu d'une revue américaine qui s'appelle Today's Veterinary Practice, qui est issu d'un article qui date d'il y a un certain temps, 3-4 ans, je crois, mais qui pose vraiment bien comment vont probablement évoluer les choses. Alors, avec des aspects culturels, là, il est question de nurses ou d'ASV qui vont faire des consultations en visio. Alors, c'est d'ailleurs un des points peut-être à creuser dans le décret actuel, c'est que les ASV ne sont pas cités du tout. Donc ça veut dire que si on prend la régulation médicale vétérinaire, nos ASV qui actuellement ont le droit de réguler médicalement par téléphone, ou en tout cas le font, n'auraient pas le droit de le faire en visio. Ça veut dire aussi que pour le suivi nutritionnel, ça dépend des établissements, mais il n'est pas rare que les ASV aient la possibilité de passer un coup de fil pour voir comment ça se passe au niveau nutritionnel. C'est pas prévu qu'elle puisse le faire en visio, en tout cas, c'est pas envisagé dans le texte. Donc, à part ces aspects culturels-là, on voit voilà ce triangle propriétaire, animal, équipe vétérinaire, et qui, grâce au numérique, que ce soit la visio, les objets connectés aussi, va pouvoir entretenir une relation beaucoup plus fréquente, on va dire. Je vous remercie pour votre attention. Je vois des questions qui commencent à arriver, on va en parler après, je suppose. Donc, je vous rappelle le cycle. Alors, soit allez voir en replay les 2 premières conférences d'Annick et la conférence de Jean-Luc de la semaine dernière. Et puis, sinon, nous, on va discuter là et on pourra se retrouver la semaine prochaine où on parlera plus de valorisation de la télémédecine dans son offre de soins et de voir comment faire pour utiliser ces nouvelles opportunités. Et puis, je vous rappelle bien sûr le livre blanc sur le site de VetInTech où là, vous avez 100 pages pour les fans de télémédecine et qui veulent en savoir beaucoup plus. Vous pouvez aller le découvrir. Oui, j'ai vu une question de Lucie. Donc, Lucie demande « Bonjour, s'il s'agit d'une demande de la part d'un nouveau client, est-ce qu'une téléconsultation est autorisée ?» Donc, la réponse, elle est simple, c'est non, en fait, puisque... Alors, on est toujours en usage possible en canine. En canine, en fait, il faut que ce soit un animal qui a été examiné par un des vétérinaires du DPE dans l'année passée, en fait, il y a moins d'1 an. Donc, clairement, une personne qui appelle au téléphone et qui dit je veux téléconsulter alors qu'on l'a jamais vu avant, ça n'est pas possible. Ce qui peut être possible, par contre, et attention, le distinguo est léger, c'est quelqu'un qui appelle et qu'on n'a pas vu, on peut faire de la régulation médicale vétérinaire. La régulation médicale vétérinaire ayant comme unique objectif de dire il faut venir ou il ne faut pas venir. Donc ça veut dire que on peut avoir en régulation médicale vétérinaire quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ça c'est possible, pour lui dire je pense qu'il faut venir ou je pense qu'il faut pas venir. Il vient une fois physiquement et après seulement on peut faire des téléconsultations.
Donc, j'espère que ça répond à ta demande. Donc, voilà, on peut pas faire ça pour des nouveaux. On peut juste faire de la régulation pour des nouveaux. Merci. Et si c'est que du conseil, alors en l'occurrence, et je te renvoie à un article de la semaine vétérinaire de la semaine dernière, si je me souviens bien, où il y a une interview de Denis Avignon, donc du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui précise que le téléconseil personnalisé n'existe pas. Alors là, tu dis ici, c'est que du conseil. Sauf que le conseil, en général, j'imagine mal quelqu'un qui t'appelle, qui dit imaginons dans l'idée où j'aurais un animal. Non, il va t'appeler pour parler de son animal. À partir du moment où c'est du conseil personnalisé, c'est pas autorisé, c'est de la téléconsultation obligatoirement. Et donc, si c'est de la téléconsultation, c'est un animal que tu dois avoir vu dans les 1 an passé. La seule chose que tu peux faire, c'est vraiment de la régulation médicale vétérinaire. C'est pas inintéressant, hein. Typiquement en garde, je pense à ça. Hein. Voilà, on a tous fait des gardes, le cas où la personne vous appelle paniquée en disant ça pisse le sang, etc. Et quand on la voit arriver, c'est juste une griffe qui était un petit peu arrachée, qui a perlé un peu. Voir ça en comment dire en régulation médicale vétérinaire sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu et pouvoir lui dire non c'est pas si grave ou si c'est grave parce que finalement c'est pas une griffe c'est autre chose et il faut venir, ça peut vraiment être intéressant. Et ça peut permettre d'ailleurs de financer, enfin c'est payant en fait, hein, on peut faire payer ce genre de service, ce qui permet aussi de valoriser le temps qu'on passe à faire des gardes et des astreintes. Euh, voilà. Anne, bonjour Anne déjà. Quels sont les supports adéquats, Visio, PayPal, autres? Alors, je pense que Annick a dû en parler dans sa conférence, la deuxième, a dû parler des solutions de mémoire, mais en gros, tu as effectivement plusieurs types de possibilités pour simplifier. La première solution, c'est de prendre, et c'est plutôt ce que j'aurais tendance à recommander, une solution professionnelle parce que il y a plusieurs éléments intéressants dedans. D'abord, c'est conçu pour notre métier. Alors oui, on peut faire une visio avec un WhatsApp ou un Skype. Je suis d'accord. Techniquement, ça marche. Par contre, ça oblige à utiliser quelque chose qui n'est pas fait pour ça, quelque chose qui, au niveau confidentialité, pourrait poser des problèmes. Quelque chose qui n'a pas d'intégration possible avec nos logiciels métiers et même si on n'est pas encore, les solutions professionnels vont y venir petit à petit, et quelque chose qui n'a pas non plus la solution de paiement intégrée. Donc ça veut dire qu'on va bricoler avec des briques diverses et variées, alors que là, dans de nombreuses solutions professionnelles existantes, il faut se faire des démos. En gros, tu vas avoir un process qui va être vraiment cadré avec la possibilité, voilà, il y a le nom du client, tout ça, il va prépayer sa téléconsultation, tu vas pouvoir contrôler l'accès aussi, hein, c'est un autre point, on pourrait dire, voilà, je vais faire ça avec WhatsApp. Sauf qu'avec WhatsApp, la personne, après, elle a ton numéro, elle peut te recontacter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La téléconsultation, dans un cadre cadré avec une solution professionnelle, voilà, c'est toi qui ouvre le canal, c'est toi qui le ferme et c'est toi qui régule ça. Et donc, pour revenir à un outil professionnel, tu vas faire ta téléconsultation, ça va souvent t'aider à éditer un rapport automatiquement après, et puis le système de règlement sera fait automatiquement. Plus le fait que ce genre d'outil-là, à un moment ou à un autre, il y a des discussions déjà en cours, va être intégré directement dans ton logiciel, donc ça veut dire que ce sera encore mieux. Tu pourras prendre la main sur la téléconsultation à partir de la fiche de l'animal, et ça, clairement, à moins que tu aies des relations, je ne crois pas que Zuckerberg avec WhatsApp ou que les patrons de Zoom ou de Skype aient prévu de faire des intégrations dans les logiciels métiers des petits vétérinaires en France.